Il l'appelait le fantôme. Pour les médecins de l'hôpital Mount St. Grace, Isaac n'était qu'une femme d'âge mûr poussant un seau à balai gris, invisible et insignifiante. Il riait lorsqu'elle s'arrêtait pour regarder les moniteurs. Il ricanait lorsqu'elle nettoyait leurs dégâts, mais il ne savait pas que les mains qui tenaient ce balai avaient autrefois tenu un scalpel à l'intérieur d'un hélicoptère Black Hawk sous un feu nourri. Il ne savait pas que la femme de ménage qui récurait le sol était en réalité une chirurgienne de guerre décorée qui avait sauvé plus de vies que tout le personnel des urgences réunis. Et il ne savait certainement pas que dans exactement 5 minutes, l'arrogant chef des résidents allait se figer et que la femme de ménage serait la seule à se dresser entre un soldat mourant et la tombe. L'odeur du désinfectant à l'hôpital Mount Sinai Grace était différente de celle des hôpitaux de campagne à Kandahar. Ici, l'air sentait le nettoyant parfumé et le café cher. À Kandahar, il sentait le diesel, le caoutchouc brûlé et le fer. Beaucoup de fer. Isaac Jenkins essora l'excès d'eau de son balai à franges. Les brins gris se tordaient comme de vieilles fibres musculaires. Elle poussa le seau sur le carrelage blanc immaculé du couloir de l'unité de traumatologie. Il était 2 heures du matin, un mardi pluvieux à Seattle. Le quart de nuit. L'hôpital était calme, à l'exception du bip rythmique des moniteurs et du grincement des chaussures en caoutchouc d'Isaac. « Hey, tu as oublié un endroit là-bas » dit une voix pleine de condescendance. Isaac ne leva pas les yeux. Elle connaissait cette voix. C'était celle du Dr. Conrad Sterling, interne de 3e année, fils d'un membre du conseil d'administration de l'hôpital ayant fait ses études dans une université prestigieuse. Il avait des cheveux parfaits, une montre parfaite et absolument aucun instinct pour les traumatismes réels. Il était appuyé contre le poste des infirmières, tenant un café au lait ventilé, souriant à une jeune infirmière nommée Jessica. « J'ai dit que tu avais oublié un endroit, fantôme, » répéta Conrad en claquant des doigts. « Du café renversé. Allez, allez. » Isaac s'arrêta. Elle déplaça lentement la serpillière vers la petite goutte brune près de ses mocassins coûteux. Elle garda la tête baissée, ses cheveux grisonnants tirés en arrière en un chignon désordonné, cachant la cicatrice qui allait de la racine de ses cheveux à son oreille. Un souvenir d'une explosion d'engin explosif improvisé dans la vallée de Coronal. « Désolé, docteur, » Isaac murmura d'une voix rauque. « Je vais m'en occuper. Assure-toi de le faire. Mon Dieu, le personnel de soutien ici. » Conrad soupira en se retournant vers Jessica. « Bref, comme je le disais, l'intervention thoracique que j'ai pratiquée aujourd'hui était parfaite. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi le Dr. Holloway insiste pour me superviser. Je suis prêt à opérer seul. » Isaac nettoya la zone. Elle savait que Conrad n'avait pas pratiqué l'intervention. Il avait tenu les écarteurs pendant que le Dr. Holloway faisait le travail. Elle avait vu le planning. Elle avait nettoyé la salle d'opération après coup. Elle connaissait l'anatomie d'un mensonge aussi bien que l'anatomie d'un thorax humain. « Il est insupportable », marmonna Brenda, l'infirmière en chef, alors qu'Isaac passait devant le poste. Brenda était la seule à traiter Isaac avec un minimum de décence. Principalement parce que Brenda travaillait en double équipe depuis 20 ans et respectait tous ceux qui faisaient leur travail sans se plaindre. « Ne le laisse pas t'atteindre, Isaac. Ce n'est qu'un garçon, Brenda, » dit Isaac doucement, en essorant à nouveau la serpillière. « Les garçons aiment faire du bruit. » Brenda gloussa en tapant sur son clavier. « Tu dis ça comme si tu avais vu pire. »« Oui, » répondit Isaac, le regard momentanément perdu dans le vide. Pendant 1 seconde, les carreaux blancs se dissolurent. Elle n'était plus à Seattle. Elle était de retour dans la poussière. Le rugissement assourdissant du rotor, le sang sur ses gants alors qu'elle tentait de clamper une artère sectionnée sur un marin de 19 ans nommé Miller. « Reste avec moi, Miller. Ne me lâche pas. » Le souvenir s'estompa lorsque les portes automatiques de la station d'ambulance s'ouvrirent dans un sifflement. Le vent froid et humide de la nuit de Seattle s'engouffra, apportant avec lui le bruit des sirènes. Pas le sifflement paresseux d'une unité de transport, mais le hurlement frénétique d'un transport en soins intensifs. Le téléphone rouge du poste des infirmières sonna. Brenda le décrocha. Son visage pâlit instantanément. Traumatisme 1. Nous avons un arrivant. Arrivée prévue dans 2 minutes. Brenda cria, sa voix tranchant la léthargie de l'équipe de nuit. Blessures multiples par balle, hémorragie active, tension artérielle en chute libre. C'est un transfert de la police. Conrad se redressa, ajustant sa blouse blanche. Enfin, un peu d'action.
Qui est-ce? Ce n'est pas un civil, dit Brenda en raccrochant brusquement le téléphone. C'est le sergent Liam O'Connor, des Rangers de l'armée. Il est intervenu lors d'un vol dans le centre-ville. Il a reçu 3 balles dans la poitrine et l'abdomen. Isaac se figea. Le manche de la serpillière grinça entre ses mains. Ranger, préparez la salle de traumatologie. Aboya Conrad, essayant de paraître autoritaire. Jessica, apportez-moi 2 unités d'ONEG. Paige Holloway. Holloway est à 40 minutes. Il est chez lui, cria Brenda en attrapant une blouse de traumatologie. Vous êtes le médecin de garde jusqu'à son arrivée, Conrad. La confiance de Conrad vacilla pendant une fraction de seconde. Très bien, je peux m'occuper de quelques blessures par balle. J'ai vu pire dans les manuels. Isaac ne bougea pas. Elle aurait dû se retirer dans le local d'entretien. C'était la règle. Quand un vrai traumatisme survient, l'aide disparaît. Mais ses pieds refusaient de bouger. Le nom O'Connor flottait dans l'air. Elle regarda l'équipe s'agiter, observant le chaos de leurs préparatifs. Ils étaient désorganisés. Le plateau n'était pas adapté à un traumatisme thoracique. L'aspiration n'était pas allumée. Des amateurs, pensa-t-elle. Les portes de l'ambulance s'ouvrirent à nouveau, claquées par 2 ambulanciers poussant un brancard à toute vitesse. Un policier courait à leur côté, du sang sur son uniforme. « Bougez, bougez !» cria l'ambulancier. « Il est en arrêt cardiaque. Nous avons perdu son pouls dans l'allée. » Sur le brancard gisait un homme imposant, la poitrine soulevée de manière irrégulière, son t-shirt gris trempé de sang noir. Isaac vit instantanément le tatouage sur son avant-bras alors qu'il passait devant l'écusson des Rangers. Emmenez-le dans la baie. À 3. 1, 2, 3. Ils haussèrent le soldat sur le lit de traumatologie. Le moniteur émit un son strident qui fit se figer tout le monde. « Assisa !» a crié Jessica. « Je commence les compressions. Poussez une dose d'épi !» a crié Conrad, la voix légèrement cassée. « Mettez-lui les électrodes. Chargez à 200. » Isaac a abandonné son seau. Elle a fait 3 pas vers les portes vitrées de la salle de traumatologie. Elle a regardé à travers la fenêtre. C'était un désastre. Jessica pratiquait les compressions, mais son rythme était trop rapide, trop superficiel. Conrad tâtonnait avec la lame d'intubation, les mains tremblantes. « Je n'y vois rien », paniqua Conrad. « Il y a trop de sang dans les voies respiratoires. »« Aspiration. Où est cette fichue aspiration? » « Elle n'est pas allumée », cria Brenda en tendant la main pour actionner l'interrupteur sur le boîtier mural. « Il ne respire pas », dit l'ambulancier. « Docteur, sa trachée est déviée. Il a un pneumothorax sous tension. Vous devez décomprimer sa poitrine immédiatement. » Conrad regarda la poitrine du soldat. C'était un amas de chair déchiquetée. « J'ai besoin d'une radiographie pour confirmer. »« On n'a pas le temps de faire une radiographie, » hurla Brenda. « Il est en train de mourir. Conrad, faites-lui une piqûre. Je suis le protocole, » rétorqua Conrad en sueur. « Apportez un appareil d'imagerie portable. » Les jointures d'Isaac blanchirent lorsqu'elle appuya sa main contre la vitre. Il va le tuer. Elle pouvait le voir. Les veines jugulaires distendues sur le cou du soldat. La façon dont sa poitrine ne se soulevait pas du côté gauche. C'était un cas classique de pneumo de tension. La pression écrasait son cœur. S'ils attendaient le sergent chargé des radiographies, O'Connor serait mort dans 60 secondes. Elle regarda autour d'elle. Personne ne surveillait le concierge. Le gardien de sécurité était distrait par le policier. Isaac poussa la porte. « Sortez d'ici !» hurla Conrad sans lever les yeux, pensant qu'il s'agissait d'une infirmière. « Je dis, quittez la pièce, sauf si vous êtes indispensable. Vous êtes en train de le tuer, » dit Isaac. Sa voix n'était plus le murmure rauque du concierge. C'était un ordre, bas, dur et terriblement calme. Conrad releva brusquement la tête. Il regarda la femme en combinaison grise qui tenait un seau et un chiffon. « Excusez-moi, sortez de ma salle de traumatologie, concierge. Sécurité. » Sa trachée est déviée de 3 cm vers la droite, dit Isaac en s'approchant, les yeux rivés sur les signes vitaux du patient. Aucun bruit respiratoire à gauche. Distension jugulaire. Il a un pneumothorax sous tension. Son cœur ne peut pas se remplir car la pression comprime la veine. Si vous attendez les résultats de la radiographie, il mourra. Donnez-moi une aiguille de calibre 14 immédiatement. La pièce devint silencieuse. Même l'ambulancier s'arrêta un instant. « Vous êtes fou? » Conrad éclata d'un rire aigu et hystérique. « Vous nettoyez les toilettes.
Sortez d'ici avant que je vous fasse arrêter. Brenda, dit Isaac en tournant son regard vers l'infirmière en chef. Regardez le moniteur. Regardez le tracé. C'est une activité électrique sans pouls. Le cœur essaie de battre, mais il n'a pas la place. Donnez-moi l'aiguille. Brenda regarda Isaac. Elle la regarda vraiment. Pendant des années, Brenda avait vu une femme fatiguée qui sortait des poubelles. Mais à cet instant, en regardant Isaac dans les yeux, elle ne voyait pas une femme de ménage. Elle voyait un prédateur. Elle voyait quelqu'un qui avait eu les pieds dans le sang jusqu'aux chevilles et qui n'avait pas cilié. Brenda, n'osez pas, avertit Conrad. Il est en train de s'effondrer, cria Jessica. Les saturations en oxygène sont illisibles. Isaac n'attendit pas. Elle se précipita en avant, contournant Conrad. Elle attrapa le chariot d'urgence, ouvrit le tiroir et saisit un cathéter angiographique de calibre 14. Sécurité. Conrad hurla, se précipitant pour l'arrêter. Elle agresse le patient. Isaac ne le regarda même pas. Elle utilisa une simple technique de combat rapproché, CQC, en déplaçant son poids, repoussant Conrad avec son épaule. Il n'était pas préparé à la solidité de son corps. Il rebondit sur elle comme s'il avait heurté un mur de briques et trébucha en arrière dans le chariot de fourniture. Isaac atteignit le soldat. Elle arracha l'électrode adhésive de son torse gauche. Ses doigts palpèrent le deuxième espace intercostal de la ligne médioclaviculaire. C'était une mémoire musculaire. Elle avait fait cela 1000 fois dans l'obscurité, dans la boue, à l'arrière d'un hélicoptère qui tremblait. Trouver l'espace. Éviter la côte. Frapper. Elle enfonça l'aiguille dans la poitrine du soldat. Sifflement. Le son était audible dans le silence soudain de la pièce. Un souffle d'air emprisonné s'échappa comme un pneu qui se dégonfle. Tout le monde regarda le moniteur. La ligne plate vacilla, puis un bip, puis un autre. Un magnifique rythme sinusal irrégulier apparut. Le pouls était de retour. L'ambulancier cria, vérifiant le carotid. Le pouls est fort. 80, 45. Isaac fixa l'aiguille avec du sparadrap et recula. Elle leva les mains pour montrer qu'elle ne tenait rien d'autre. Elle regarda le visage du soldat. Il était jeune. Si jeune, tout comme les garçons qu'elle avait perdus dans la vallée. Elle se tourna vers Conrad. Le résident la regardait bouche bée, le visage empreint à la fois de choc et de fureur. « Vous, balbutia Conrad, le visage rouge. Vous venez d'exercer la médecine sans licence. Vous avez agressé un médecin. Avez-vous la moindre idée de ce que vous venez de faire? »« J'ai sauvé sa vie, dit Isaac calmement. Maintenant, il a besoin d'un drain thoracique. 36 French, et vous devez l'emmener aux urgences, car son ventre est rempli de sang. Et docteur, dit-elle en se penchant vers lui, sa voix se réduisant à un murmure que lui seul pouvait entendre. La prochaine fois que vous tiendrez un laryngoscope, tenez-le avec votre main gauche pour pouvoir balayer la langue. Vous le teniez comme une pelle de jardin. Elle se retourna et sortit de la salle de traumatologie, ramassant son seau à balai au passage. « Ne partez pas !» hurla Conrad après elle, retrouvant son sang-froid maintenant que le danger était passé. La sécurité a arrêté cette femme. Il ne doit pas quitter ce bâtiment. Je veux qu'elle soit licenciée et arrêtée. 2 agents de sécurité bloquèrent le couloir. Isaac s'arrêta. Il ne se débattit pas. Elle lâcha simplement le seau à balai. Il tomba bruyamment sur le sol. « Je ne vais nulle part, dit-elle en levant le menton. Ça y était. Sa couverture était tombée. La vie tranquille qu'elle s'était construite pour échapper aux fantômes de son passé était terminée. Mais en regardant à travers la vitre la poitrine qui se soulevait du sergent Liam O'Connor, elle sut que cela en valait la peine. Mais Isaac ne savait pas que le soldat qu'elle venait de sauver n'était pas n'importe quel ranger. Et elle ne savait pas que l'homme qui se tenait dans l'ombre de la salle d'attente et qui avait tout vu était le général Thomas Mitchell, le plus grand donateur de l'hôpital et l'oncle de Liam. Le bureau de la sécurité était une pièce sans fenêtre au sous-sol qui sentait le café rassis et l'ozone. Isaac était assise sur une chaise pliante en métal, les mains posées calmement sur ses genoux. Elle n'était pas menottée, mais le garde de sécurité corpulent qui se tenait près de la porte, la main posée près de son taser, lui faisait clairement comprendre qu'elle n'était pas libre de partir. Le docteur Conrad Sterling faisait les 100 pas devant elle, pratiquement tremblant d'indignation. C'est un procès en puissance. Conrad siffla, vérifiant son reflet dans le verre sombre du moniteur. Agression, coups et blessures, mise en danger imprudente, exercice de la médecine sans licence.
Je veux qu'elle soit inculpée pour tous ces chefs d'accusation. 2 policiers de Seattle se tenaient près du bureau, l'air ennuyé, mesdames, mais prenant des notes. Alors, laissez-moi clarifier les choses. Docteur, dit le policier le plus âgé en cliquant sur son stylo, le concierge a poignardé le patient. Elle m'a agressé, puis elle a poignardé le patient avec une aiguille de calibre 14, cria Conrad. Elle aurait pu lui perforer le cœur. Elle aurait pu sectionner l'artère mammaire. C'est par pure chance qu'il n'est pas mort sur la table d'opération. Isaac ne dit rien. Elle fixait une éraflure sur le sol en linoléum. Elle avait été interrogée par des chefs de guerre talibans et des agents de terrain de la CIA. Conrad Sterling ne lui faisait pas peur. Il n'était qu'un bruit de fond. La porte s'ouvrit dans un bourdonnement. Le Dr. Holloway, le chef du service de chirurgie, entra. C'était un homme grand, aux cheveux argentés, qui semblait ne pas avoir dormi depuis une semaine. Il portait toujours sa blouse verte et un masque suspendu à son cou. Conrad, baissé d'un ton, lança Holloway. « Toute l'urgence peut vous entendre. Que s'est-il passé, bon sang? Cette femme. » Conrad pointa un doigt tremblant vers Isaac. Elle a perdu la tête. Le sergent O'Connor est arrivé en état de choc et elle m'a agressé physiquement, m'a poussé dans un chariot d'urgence et a pratiqué une intervention invasive sur le patient. Holloway se tourna vers Isaac. Ses yeux étaient durs et fatigués. « Est-ce que vrai? Avez-vous pratiqué une décompression à l'aiguille sur un patient? » Isaac leva les yeux. « Oui. »« Pourquoi? » demanda Holloway à voix basse. « Parce qu'il souffrait d'un pneumothorax sous tension et que le Dr. Sterling attendait une radiographie, répondit simplement Isaac. Le patient aurait fait un arrêt cardiaque avant même que la machine ne soit mise en marche. C'est un mensonge, hurla Conrad. Je maîtrisais la situation. Je suivais le protocole. Holloway se frotta les tempes. Isaac, vous êtes concierge. Tu nettoies les sols. Tu ne diagnostiques pas les pneumothorax sous tension. Tu aurais pu le tuer. Tu comprends la responsabilité que cela implique? L'hôpital est... Le patient est en vie, interrompit Isaac. Vérifiez ses signes vitaux. Le poumon s'est immédiatement regonflé. Sa pression s'est normalisée. Si je n'avais pas agi, vous seriez en train d'expliquer à sa famille pourquoi il est mort en attendant une radiographie? Holloway marqua une pause. Il regarda les policiers. « Messieurs, laissez-nous un instant. » En fait, une voix grave retentit depuis l'embrasure de la porte. « J'aimerais rester. » Tout le monde se retourna. Debout dans l'encadrement de la porte se tenait un homme vêtu d'un trench coat trempé par la pluie. Il avait une 60aine d'années, mais il se tenait droit, comme un homme qui avait passé sa vie en uniforme. Il avait les cheveux gris acier coupés courts et des yeux qui semblaient pouvoir couper du verre. Le Dr. Holloway se redressa immédiatement. « Général Mitchell, je ne savais pas que vous étiez là. Je suis vraiment désolé pour votre neveu. Nous faisons tout notre possible. » Le général Thomas Mitchell ignora le médecin et entra dans la petite pièce. Il ne regarda ni Conrad ni Holloway. Il se dirigea directement vers Isaac. « Général, je vous en prie, » intervint Conrad en s'avançant. « C'est la femme qui a agressé votre neveu. Nous nous en occupons. Elle va aller en prison. » Le général Mitchell s'arrêta. Il tourna lentement la tête pour regarder Conrad. Son regard était si glacial que Conrad recula d'un pas. « Agressé, » répéta Mitchell. « J'étais dans la salle d'attente, docteur. J'ai tout vu à travers la vitre. J'ai vu un homme se figer et j'ai vu une femme passer à l'action. » Il se retourna vers Isaac. Il scruta son visage à la recherche de quelque chose. Il regarda ses mains rugueuses, la cicatrice sur son front, la façon dont elle restait assise, immobile, les yeux alertes, scrutant les sorties. « C'était un sacré coup, » dit Mitchell doucement. « Deuxième espace intercostal, sans hésitation. Vous n'avez même pas cherché le repère. Vous l'avez senti. Vous avez fixé l'angiocate avec un pliage de combat. » Les yeux d'Isaac ont clignoté. Pliage de combat. Les civils ne fixaient pas les aiguilles de cette façon. Seuls les médecins de terrain le faisaient. Pour que le ruban adhésif ne se déchire pas lorsque vous traîniez un corps dans la boue. J'ai juste regardé une série médicale une fois. Isaac mentit d'une voix neutre. Grey's Anatomy. On apprend des choses. Le général a gloussé, mais ce n'était pas un son joyeux. Grey's Anatomy, c'est ça? Et tu as aussi appris le CQC à la télévision? Parce que la façon dont tu as mis le Dr. Sterling dans ce chariot était une technique militaire standard. J'ai 3 frères, a dit Isaac en détournant le regard. Des bagarreurs.
Qui es-tu? A demandé Mitchell, sa voix baissant d'une octave. Vraiment? Je m'appelle Isaac Jenkins. Je nettoie les sols des 3e et 4e étages. Général, dit Holloway nerveusement, avec tout le respect que je vous dois, nous devons régler cela administrativement. Isaac sera licencié immédiatement et nous coopérerons avec la police pour les accusations. Mitchell se tourna vers les policiers. Il n'y aura pas d'accusation. Général Quina Conrad, si elle n'avait pas fait ce qu'elle a fait, Liam serait mort. Mitchell conclut la discussion d'une voix ferme. Je sais reconnaître l'attention Numo quand je la vois. Je l'ai vue au Panama. Je l'ai vue dans le Golfe. Tu hésitais, fiston. Elle l'a sauvé. Si vous portez plainte, je demanderai au corps des juges avocats généraux de l'armée d'enquêter sur les protocoles de traumatologie de cet hôpital si rapidement que vous en aurez le tournis. Il regarda Isaac une dernière fois. Laissez-la partir. Nous devons la licencier, général, dit-il fermement. Responsabilité. Elle a touché un patient. Elle n'a pas de licence. Mitchell acquiesça lentement. Très bien. Licenciez-la, mais laissez-la partir d'ici. Holloway soupira. Isaac, rendez votre badge. Vous avez terminé à Mount Sea Grace. Ne revenez pas. Isaac se leva. Elle ne discuta pas. Elle ne supplia pas. Elle se contenta de fouiller dans sa poche, d'en sortir sa carte d'identité en plastique et de la poser sur la table. Bonne chance avec le garçon, dit-elle à Mitchell. Puis elle sortit, le dos droit, et disparut dans le couloir. Mitchell la regarda s'éloigner. Il attendit qu'elle soit hors de portée de voix avant de sortir son téléphone de la poche de son manteau. Il composa un numéro qui n'apparaissait pas sur les factures téléphoniques standards. « C'est Mitchell, dit-il au téléphone. J'ai besoin d'une vérification des antécédents. Une enquête approfondie. Le nom est Isaac Jenkins. Numéro de sécurité sociale. Nous le trouverons. Elle travaille comme concierge à Seattle. Vérifiez les listes inactives. Vérifiez les dossiers personnels classifiés du JSOC Medical Command. Recherchez toute personne surnommée Le Fantôme. » Il raccrocha. Il savait qu'il avait déjà vu ses yeux, non pas dans le couloir d'un hôpital, mais derrière un masque chirurgical dans une tente poussiéreuse de la province de Helmond, il y a 10 ans. Il pleuvait plus fort quand Isaac sortit de l'entrée de l'hôpital. Elle n'avait pas de parapluie. Elle remonta le col de sa veste fine et se mit à marcher vers l'arrêt de bus. Elle était à nouveau au chômage. C'était le 3e hôpital en 2 ans. Chaque fois qu'elle s'installait, chaque fois qu'elle essayait d'être simplement Isaac, la concierge, quelque chose se passait. Une infirmière ratait une veine. Un interne calculait mal un dosage. Et Isaac, maudite par les connaissances qui brûlaient son cerveau, intervenait. Elle s'assit sur le banc mouillé, les lumières de la ville se brouillant sous la pluie. « Pourquoi ne l'as-tu pas laissé mourir ?» se demanda-t-elle. « C'est le cycle. Les gens meurent. Ce n'est plus ta guerre. » Mais elle voyait le visage de Liam O'Connor. C'était un ranger, un membre de sa tribu. Elle ne pouvait pas s'en aller, pas plus qu'elle ne pouvait arrêter de respirer. Son téléphone vibra. C'était un numéro masqué. Elle l'ignora. Il vibra à nouveau. Elle décrocha. « Bonjour, Isaac Jenkins n'existe pas, » dit une voix. C'était le général Mitchell. Isaac se figea. « Vous vous êtes trompé de numéro. » « J'ai consulté le dossier, » continua Mitchell d'une voix calme et implacable. « Isaac Jenkins est une femme décédée originaire de l'Ohio, née en 1968. Vous utilisez une fausse identité, très coûteuse de très grande qualité. Mais vos empreintes digitales, eh bien, j'ai demandé à mes hommes de les prélever sur le badge d'identité que vous avez laissé sur la table. » Isaac se leva et regarda autour d'elle dans la rue. « Général, laissez-moi tranquille. Dr. Isaac Cy Sullivan, » dit Mitchell. Ce nom la frappa comme un coup physique. Major, armée des États-Unis, chirurgienne en chef spécialisée en traumatologie, 75e régiment de Rangers, Distinguished Service Cross, 2 Purple Hearts, et renvoyée pour conduite déshonorante en 2018 à la suite de l'incident dans la vallée d'Arundab. Isaac ferma les yeux, la pluie se mêlant à la sueur soudaine sur son front. « Je ne suis plus cette personne. Le dossier indique que vous avez été accusé de lâcheté, » dit Mitchell. « Vous avez abandonné votre poste lors d'un événement ayant fait de nombreuses victimes, entraînant la mort d'un lieutenant-colonel. Vous avez refusé de témoigner devant la cour martiale. Vous avez accepté votre renvoi et vous avez disparu. » J'ai dit « Laissez-moi tranquille, » murmura Isaac, la voix tremblante d'une rage qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années.
Je ne crois pas ce dossier, dit Mitchell. Je vous ai vu ce soir. Vous n'êtes pas une lâche. Vous n'avez pas paniqué. Vous avez agi alors que tout le monde paniquait. Alors pourquoi avez-vous pris la responsabilité? Major. Ne m'appelez pas Major, Isaac a crié dans le téléphone, surprenant un passant. Cette vie est terminée. Je nettoie les sols. C'est tout ce que je fais. Pas ce soir. Vous ne l'avez pas fait, a dit Mitchell. Écoutez-moi, Isaac. Liam, mon neveu, il est en soins intensifs. Holloway s'occupe de l'opération, mais quelque chose ne va pas. La balle a dévié. Elle est près de la colonne vertébrale. Il parle de paralysie. Il parle de dommages permanents. Holloway est un chirurgien compétent, dit Isaac, essayant de calmer sa respiration. C'est un chirurgien civil, corrige Mitchell. Il s'y connaît en tumeur et en pontage. Il ne s'y connaît pas en balistique à grande vitesse. Il ne sait pas ce que fait une balle de 7,62 milliers lorsqu'elle touche une plaque en Kevlar et se fragmente. Vous le savez. Je ne peux pas vous aider, général. Je suis viré. Je suis un fantôme. Au revoir. Elle raccrocha et éteignit son téléphone. Elle resta assise là, tremblante. La vallée d'Arandab. Les souvenirs lui revinrent en mémoire. La tente qui s'effondrait, les cris. Le colonel, un ambitieux politicien qui avait ordonné une évacuation médicale dans une zone dangereuse, contre son avis. L'hélicoptère s'était écrasé. Son équipe était coincée. Elle avait dû choisir entre sauver le colonel, dont les jambes étaient broyées, ou 3 soldats qui se vidaient de leur sang à cause des éclats d'obus. Elle avait choisi les soldats. Le colonel était mort. Sa famille avait des relations politiques. Ils avaient manipulé l'histoire. Ils avaient dit qu'elle avait paniqué. Ils avaient dit qu'elle l'avait laissé mourir pour sauver la carrière des autres médecins qui auraient été entraînés dans sa chute. Elle avait signé les papiers. Elle avait choisi le silence. Elle était devenue un fantôme. Un SUV noir s'était arrêté au bord du trottoir. La vitre s'était baissée. « Monte, Isaac », avait dit le général Mitchell. C'était lui qui conduisait. « J'ai appelé un taxi », dit-elle en serrant son sac. « Liam est en train de mourir », dit Mitchell. « Hémorragie interne. Ils ne trouvent pas la source. Ils l'ont ouvert 2 fois. » Holloway panique. Isaac regarda le SUV. « Ce n'est pas mon patient. Ce n'est pas mon problème. » « Il a 24 ans, » dit Mitchell, la voix légèrement brisée. « Son père est mort en Irak. Il est tout ce qui me reste. S'il vous plaît, dites-leur simplement où chercher. » Isaac regarda le général. Elle vit le désespoir dans ses yeux. C'était le même regard que lui lançaient les jeunes soldats lorsqu'ils tenaient dans leurs bras leurs camarades mourants. Elle ouvrit la porte et monta dans le taxi. L'atmosphère était tendue dans la salle d'opération. Le docteur Conrad Sterling se tenait dans un coin et observait le docteur Holloway travailler. Les moniteurs clignotaient en rouge. La pression chute à nouveau. 70/40. L'anesthésiste cria. « Je n'arrive pas à compenser la perte de volume. Nous avons transfusé 6 unités de sang. » Le docteur Holloway était plongé dans la cavité abdominale, les mains couvertes de sang. « Je ne trouve pas. La rate est hors service. Le foie est encombré. D'où vient le sang? » « C'est peut-être rétroparitinal, suggéra Conrad, sans grande aide. J'ai vérifié le rétropariténium. Holloway a craqué. Il n'y a rien là-bas. Il souffre d'une coagulation intravasculaire disséminée. Son sang ne coagule pas. Nous sommes en train de le perdre. Dans la galerie d'observation, la porte s'est ouverte dans un sifflement. Le général Mitchell est entré, suivi d'une femme vêtue d'une veste grise mouillée et d'un jean. « Vous ne pouvez pas rester ici », a dit une infirmière. Mitchell l'a ignoré et a appuyé sur le bouton de l'interphone qui diffusait dans la salle d'opération en dessous. « Dr. Holloway », aboya Mitchell. Holloway leva les yeux, surpris. « Général, sortez de la galerie. Nous sommes en situation de crise. J'ai amené un consultant, » dit Mitchell. Il s'écarta. Isaac s'approcha de la vitre. Elle regarda la cavité ouverte du soldat. Elle scruta les moniteurs. Si elle regarda les bidons d'aspiration, elle appuya sur le bouton. « Dr. Holloway, » dit Isaac. Sa voix fut amplifiée par les haut-parleurs de l'eau. Elle était calme, autoritaire. La voix du commandement. Holloway se figea. « C'est le concierge? Vérifiez l'artère mantique inférieure, » dit Isaac. Plus précisément, regardez la racine derrière la 3e vertèbre lombaire. « Qui l'a laissé entrer ici? » hurla Conrad. « La sécurité. »« Taisez-vous, Conrad » cria Holloway. Il leva les yeux vers la vitre.
Pourquoi là? Les dommages se trouvaient dans le quadrant supérieur. La balle a rebondi, dit Isaac, les yeux rivés sur le patient. Elle a frappé la face avant de sa plaque arrière. Le transfert d'énergie crée une onde de cavitation. Elle ne se contente pas de déchirer ce qu'elle touche. Elle sectionne les attaches. Vous avez compressé le foie, mais l'onde de choc a sectionné la racine mésentérique. C'est une blessure causée par une explosion. Vous ne le verrez pas à moins de soulever le côlon transverse et de regarder derrière le péritoine. Holloway hésita. C'était fou d'accepter les conseils chirurgicaux d'un concierge, mais le moniteur indiquait 60 sur 30. Le garçon serait mort dans 2 minutes. Soulevez le côlon transverse, ordonna son assistant. Mais docteur, faites-le. L'assistant retira l'intestin. Holloway plongea profondément, sa main disparaissant à l'arrière de l'abdomen. Il s'arrêta. Ses yeux s'écarquillèrent au-dessus de son masque. « Mon Dieu, murmura Holloway, elle a raison. C'est une évulsion complète de la voie IMA. Elle pompe directement dans l'espace rétropéritonéal. Clampez-la, ordonna Isaac depuis la cabine. Vous ne pouvez pas la réparer là. Vous devez fermer la porte. Il a une circulation collatérale. Fermez la porte et tamponnez. Holloway attrapa une pince. High stat large. Il clampa le vaisseau. L'aspiration gargouilla. La mare de sang cessa de se remplir. La pression se stabilise, dit l'anesthésiste, l'air choqué. 80 sur 50, 90 sur 60. On tient bon. Holloway leva les yeux vers la galerie vitrée. Il regarda la femme à la veste mouillée. Il la regarda avec un mélange d'admiration et de confusion. « Comment avez-vous su? » demanda Holloway par l'interphone. « Je l'ai déjà vu, » répondit Isaac. « Fogg 2004. Emmenez-le aux soins intensifs. Maintenez-le sous sédatif pendant 48 heures. Surveillez le syndrome des loges. » Elle relâcha le bouton et se retourna pour partir. Mais Conrad Sterling avait fait irruption dans la galerie par la porte latérale. Il était rouge de colère, suivi de 2 gardes de sécurité armés. « La voilà, » dit Conrad en la montrant du doigt. « Arrêtez-la. Elle est en infraction. Elle interfère avec un patient fédéral. » Les gardes s'approchèrent d'Isaac. Le général Mitchell s'interposa devant elle, imposant avec son large torse. « Retirez-vous, » ordonna Mitchell. « C'est une criminelle, » cria Conrad. « C'est une imposteur. Elle vient de sauver le patient. Vous n'avez pas pu sauver le docteur. » Mitchell grogna. « Cela n'a pas d'importance. » Conrad hurla, son ego brisé de manière irréparable. « C'est une civile sans licence. C'est un crime. J'appelle le conseil médical. J'appelle la police. Je veux qu'on lui passe les menottes immédiatement. » L'un des gardes attrapa le bras d'Isaac. « Madame, vous devez nous suivre. » Isaac retira son bras. « Ne me touchez pas. »« Faites-le » hurla Conrad. « Emmenez-la. » Soudain, la porte de la galerie s'ouvrit à nouveau. Un homme en costume sombre entra. Il se déplaçait avec une grâce silencieuse et prédatrice. Il brandit un badge. « FBI » dit l'homme. « Personne ne touche Miles Sullivan. » Isaac se figea. Elle reconnut l'homme, l'agent Miller, celui qui l'avait interrogé après la cour martiale, celui qui savait où tous les cadavres étaient enterrés. « L'agent Miller » dit le général Mitchell, surpris. « Que se passe-t-il? » « Nous suivons une affaire, général, dit Miller en regardant Isaac, et il semble que votre concierge vienne d'apparaître sur un radar très dangereux. » Il se tourna vers Isaac. « Bonjour, Major. Nous devons parler. Ce n'est pas au sujet de l'hôpital, c'est au sujet du colonel. De nouvelles preuves ont fait surface, et certaines personnes sont très mécontentes que vous soyez toujours en vie. » Conrad les regarda, perplexe. « Major, de quoi parlez-vous? » Elle nettoie les toilettes. L'agent Miller regarda Conrad avec dédain. « Fiston, cette femme est la seule raison pour laquelle la moitié du 75e régiment de Rangers est encore en vie aujourd'hui. Maintenant, fermez-la avant que je vous accuse d'entrave à la justice fédérale. » Isaac regarda Miller. « Je ne reviendrai pas, Miller. J'en ai fini. »« Vous n'avez pas le choix, » dit Miller d'un ton sinistre, « parce que l'homme qui vous a piégé vient d'être nommé secrétaire à la Défense. Et il sait que vous êtes ici. » La salle de conférence de l'hôpital était insonorisée. Les stores étaient fermés pour se protéger de la tempête qui faisait rage à l'extérieur. Le général Mitchell arpentait la pièce comme un tigre en cage. Isaac était assis à la table en acajou, toujours vêtu de son uniforme de concierge humide, les mains crispées. En face d'elle, l'agent Miller était assis, son ordinateur portable ouvert, projetant une lueur bleue sur son visage sombre. « Le redoutable ministre de la Défense Arthur Sterling », dit l'agent Miller en tournant l'écran de l'ordinateur vers Isaac.
Confirmé il y a tout juste 3 heures par le Sénat. Isaac fixa le visage à l'écran. Plus âgé, plus corpulent, mais avec les mêmes yeux froids dont elle se souvenait dans la tente de commandement en Afghanistan. L'homme qui avait ordonné la mission désastreuse. L'homme qui avait détruit sa vie pour sauver sa propre carrière. Arthur Sterling. Le général Mitchell cracha ce nom comme une malédiction. J'ai servi sous ses ordres. C'est un politicien déguisé, un serpent. Et voici le clou, dit Miller en cliquant sur un fichier. Ce nom vous dit-il quelque chose? Isaac Dr. Conrad Sterling. Isaac eut le souffle coupé. Elle leva les yeux. Non, c'est impossible. Le fils d'Arthur. Miller acquiesça. La pomme ne tombe jamais loin de l'arbre empoisonné. Arthur a tiré les ficelles pour faire entrer Conrad à Mount Grace. Il a tiré les ficelles pour le garder là-bas, malgré 3 plaintes officielles concernant son incompétence. Et maintenant, son fils vient d'être humilié par la femme qu'Arthur a essayé d'enterrer. Conrad sait-il qui je suis? Demanda Isaac. Maintenant, oui, répondit Miller. Conrad a appelé son père il y a 20 minutes. Nous avons mis sur écoute la ligne privée du secrétaire. Conrad pleurait, se plaignant qu'un concierge l'avait ridiculisé. Il a mentionné votre visage. Il a mentionné la cicatrice. Miller a lu le fichier audio. La voix du secrétaire à la défense a rempli la pièce, déformée mais reconnaissable. Vous dites qu'elle a une cicatrice entre la tempe droite et l'oreille, et elle connaissait la procédure. Conrad, écoutez-moi attentivement. Ne la laissez pas quitter le bâtiment. J'envoie une équipe de sécurité. C'est une question de sécurité nationale. C'est une fugitive. Retenez-la. Isaac se leva brusquement, sa chaise raclant bruyamment le sol. Je dois partir. Si les hommes d'Arthur arrivent, je ne peux pas rester ici. Vous avez fini de fuir, Major, dit le général Mitchell en se plaçant devant la porte. Vous avez fui pendant 8 ans. Vous avez nettoyé des toilettes et mangé des ordures pour rester hors de portée. Et qu'est-ce que cela vous a apporté? Cela vous a amené ici. Sauver mon neveu de l'incompétence d'un Sterling. Vous ne comprenez pas son influence, général, dit Isaac d'une voix tendue. Il peut faire disparaître des gens. Pas quand le FBI surveille, dit Miller. Nous montons un dossier contre Arthur Sterling depuis 2 ans. Corruption massive, pot de vin versé à des entrepreneurs de la défense et dissimulation de l'incident d'Arundab. Mais il nous manquait la preuve irréfutable. Il nous manquait le témoin. J'ai signé l'accord de confidentialité, dit Isaac. J'ai avoué ma lâcheté. Mon témoignage ne vaut rien. Pas si nous prouvons que les aveux ont été obtenus sous la contrainte, dit Miller. Et pas si nous avons l'enregistreur de vol, Isaac se figea. Le Black Hawk a brûlé. L'enregistreur a été détruit. C'est ce que dit le rapport officiel. Miller esquissa un sourire fin et dangereux. Mais j'ai trouvé le chef d'équipe qui a récupéré l'épave. Il ne faisait pas confiance au commandement. Il a gardé le disque dur. Il me l'a donné hier. Miller tapota une clé USB posée sur la table. Tout est là, Isaac. L'ordre illégal du colonel, votre protestation, l'accident, vous sortant les hommes de là, le colonel vous criant de le faire passer avant les soldats et vous lui disant d'attendre son tour. Cela prouve que vous êtes un héros et cela prouve qu'Arthur Sterling est un criminel de guerre. À ce moment-là, la porte de la salle de conférence s'ouvrit brusquement. Le Dr. Holloway se tenait là, pâle. Derrière lui se trouvaient 4 hommes en costume sombre équipés d'oreillettes. Ce n'étaient pas des agents de sécurité de l'hôpital. Ils se déplaçaient comme des opérateurs. « Je suis désolé », balbutia Holloway en regardant le général. « Ils ont un mandat fédéral. » L'agent en chef, un homme aux cheveux rasés et au regard vide, s'avança. Il brandit un document. « Isaac Jenkins, alias Isaac Sullivan. Vous êtes en état d'arrestation pour violation de la loi sur l'espionnage et trahison. Vous devez être immédiatement placé en détention militaire. » « Elle ne va nullement », grogna le général Mitchell en s'interposant entre Isaac et les agents. « Général Mitchell, dit froidement l'agent en chef, cet ordre vient du secrétaire à la défense. Écartez-vous ou vous serez accusé d'entrave à la justice. Je me fiche que cela vienne du président, dit Mitchell en posant la main sur l'arme de poing qu'il était autorisé à porter. Cette femme est sous la protection du FBI. Conflit de juridiction, dit l'agent en sortant ses menottes. Nous l'emmenons. Essayez donc, dit Miller en se levant et en brandissant son badge. Et je demanderai au bureau local de Seattle de boucler tout le quartier. La tension dans la pièce était palpable. Les agents regardèrent le général, puis l'agent du FBI. Ils étaient costauds, mais pas stupides.
Une fusillade dans la salle de conférence d'un hôpital avec un général décoré ne faisait pas partie de leur stratégie. Nous avons des ordres, insista l'agent en chef, bien que sa main se soit légèrement abaissée. Moi aussi, dit Isaac. Elle sortit de derrière le général. Elle regarda les agents. Elle regarda le docteur Holloway. J'en ai assez de me cacher, dit-elle doucement. Puis sa voix se durcit. Si le secrétaire Sterling me veut, dites-lui de venir me chercher lui-même. Je serai dans le hall principal et j'appelle la presse. Le hall principal du Mount Grace était un espace caverneux de verre et d'acier. Il était généralement calme à 4 heures du matin, mais ce soir-là, c'était un cirque. Le général Mitchell avait passé quelques coups de fil. Quand un général 3 étoiles appelle les médias et dit « Le secrétaire à la Défense tente d'assassiner un héros dans votre hôpital local », les camions des journaux télévisés ont tendance à se pointer. Rapidement. Isaac se tenait sur le grand escalier. Elle portait toujours sa combinaison grise, la tache d'eau de la serpillière séchant sur sa jambe, mais elle se tenait les mains jointes derrière le dos, les pieds écartés à la largeur des épaules. Au repos de l'autre côté du hall, le docteur Conrad Sterling se tenait avec les agents de son père, l'air nerveux. Il était au téléphone et chuchotait furieusement. Le docteur Holloway était là, ainsi que la moitié du personnel de nuit. Il chuchotait, pointait du doigt, le concierge, un chirurgien. Les portes s'ouvrirent, une foule de journalistes se précipita à l'intérieur, les appareils photos crépitants, et derrière eux, entouré d'une équipe de sécurité encore plus importante, marchait le secrétaire Arthur Sterling. Il était arrivé en hélicoptère depuis une collecte de fonds à Portland. Il était impeccable dans son costume sur mesure, mais son regard était meurtrier. Il se dirigea directement vers les micros qui avaient été installés, ignorant complètement Isaac. « Mesdames et messieurs, » dit le secrétaire Sterling d'une voix forte, douce et entraînée. « Je m'excuse pour ce spectacle. Nous avons affaire à une personne profondément perturbée. Une ancienne soldate qui a été renvoyée pour instabilité mentale et lâcheté. Elle s'est infiltrée dans cet hôpital, a mis en danger des patients et cherche maintenant à attirer l'attention. Nous la plaçons en détention pour sa propre sécurité. » Les caméras se tournaient envers Isaac. Elle semblait petite, sale et vaincue. « Elle a failli tuer un patient ce soir », cria Conrad depuis le bord du terrain, enhardi par la présence de son père. « Elle l'a poignardé avec une aiguille. Elle est folle. » Isaac ne dit rien. Elle se contenta de regarder le général Mitchell. Mitchell acquiesça. L'agent Miller s'approcha du micro, contournant le secrétaire. Il brancha la clé USB dans le système audiovisuel connecté à l'énorme écran d'annonce de l'Atrium. « Monsieur le secrétaire, » dit Miller dans le micro, avant de placer Mme Sullivan en détention, « je pense que nous devrions examiner l'évaluation de ses performances lors de sa dernière mission. »« Arrêtez ça !» cria Arthur Sterling. « Ce sont des informations classifiées. Éteignez ça !» Ses agents se dirigèrent vers la console, mais les gardes du corps du général Mitchell, 2 imposants policiers militaires, leur bloquèrent le passage. « Laissez-le jouer, » dit Mitchell. Les haut-parleurs de l'Atrium se remplirent de parasites, puis du rugissement d'un moteur d'hélicoptère, puis de voix. « RPG à 3 heures, nous sommes touchés, nous allons nous écraser. » La foule se tut, puis la voix d'Arthur Sterling, plus jeune, paniqué. « Pilote, sortez-moi d'ici, je me fiche des autres. Sortez-moi d'ici. » Puis la voix d'Isaac, claire, calme, négatif. « Nous avons 3 blessés graves. Nous ne les abandonnerons pas. Je suis votre commandant, Major. C'est un ordre. Sauvez-moi d'abord. Monsieur, vous avez une cheville cassée. Le soldat Miller a une blessure ouverte à la poitrine. Je soigne d'abord les blessés graves. Asseyez-vous et taisez-vous. » Un halètement parcourut le hall. Les infirmières regardèrent le secrétaire à la Défense dont le visage était devenu gris cendré. L'enregistrement continua. On entendait des coupes de feu. Isaac coordonnait la défense. Isaac soignait les blessés. Et enfin, la voix du secrétaire, quelques heures plus tard, après le sauvetage. « Vous paierez pour cela, Sullivan. Je vous détruirai. Vous ne pratiquerez plus jamais la médecine. Je rédigerai moi-même le rapport. Vous avez fui. Souvenez-vous-en. Vous avez fui. » L'enregistrement s'arrêta. Le silence dans l'atrium était absolu. Isaac descendit lentement les escaliers. Elle s'arrêta devant Conrad. « Je n'ai pas fui, dit-elle, sa voix résonnant dans le hall silencieux. Et je n'ai pas poignardé votre patient, Conrad. Je l'ai sauvé parce que vous étiez trop occupé à vous soucier de votre ego pour regarder le moniteur.
Elle se tourna vers la secrétaire. Vous m'avez pris mon rang. Vous m'avez pris ma licence. Vous m'avez pris mon nom. Mais vous n'avez pas pu me prendre mes mains. Elle les leva. Ses mains sauvent des vies. Les vôtres ne font que signer des condamnations à mort. Les flashs crépitèrent. Les journalistes criaient des questions. Les agents du secrétaire semblaient incertains, s'éloignant de leur patron alors que le vent tournait. « C'est elle !» hurla Arthur en pointant un doigt tremblant. « C'est un faux, un deepfake. C'est authentifié, Arthur, » dit le général Mitchell en s'avançant avec une paire de menottes qu'il avait empruntées au policier. « Et vous avez le droit de garder le silence. » Alors que la police s'approchait du secrétaire à la défense, le Dr. Holloway s'approcha d'Isaac. Il regarda sa combinaison. Il regarda le badge qu'elle avait laissé sur la table. « Dr. Sullivan, » dit Holloway d'une voix respectueuse, « nous avons un patient en soins intensifs après une exploration du centre EMA. Évulsion TK. Son état est critique. J'aurais besoin d'un deuxième avis. » Isaac regarda le général. Elle regarda Miller. Puis elle regarda le seau à serpillière posé dans le coin où elle l'avait laissé quelques heures plus tôt. « Je suis en pause, dit-elle, mais je suppose que je peux jeter un œil. » Le soleil matinal frappait l'atrium vitré de l'hôpital Mount St. Grace, illuminant une scène très différente du chaos de la nuit précédente. Les camions des chaînes d'information avaient disparu, mais l'énergie à l'intérieur du bâtiment avait changé de manière permanente. L'air ne sentait plus le nettoyant au pain et l'argent. Il sentait la responsabilité. Isaac se tenait près du poste des infirmières à l'étage des traumatismes. Elle ne tenait pas de balai. Elle tenait d'une tablette sur laquelle elle consultait les dossiers des patients. Et elle portait une blouse propre, bleu marine, la couleur réservée aux chirurgiens traitants. Elle n'avait pas encore officiellement accepté le poste, mais le Dr. Holloway ne lui avait pas laissé le choix, la suppliant pratiquement de consulter 3 cas complexes avant même qu'elle ait eu le temps de prendre son café. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent dans un bip. Le Dr. Conrad Sterling en sortit, portant un carton. Il ne portait pas sa blouse blanche. Il portait un polo froissé et ses yeux étaient rougis. Les infirmières cessèrent de parler. Le silence était pesant. Conrad passa lentement devant le pas, la tête baissée, essayant de se rendre invisible. Une ironie qui n'échappa pas à Isaac. Il s'arrêta lorsqu'il la vit. Il regarda la blouse puis son visage. Pour la première fois, il ne vit pas une femme de ménage. Il vit la prédatrice qui avait détruit son père. « Es-tu contente ?» murmura Conrad, la voix tremblante, mêlée de peur et d'irritabilité. « Mon père risque 20 ans à Leavenworth. Ma licence médicale est en cours de révision. J'ai tout perdu. » Isaac posa la tablette. Elle n'avait pas l'air en colère. Elle avait l'air fatiguée. « Tu n'as pas tout perdu, Conrad. Tu as perdu ta protection. Il y a une différence. J'étais un bon médecin, marmonna-t-il, même s'il ne semblait pas y croire. « Non, tu ne l'étais pas, » dit Isaac doucement. « Tu étais un touriste. Tu aimais le titre. Tu aimais le respect, mais tu n'aimais pas le sang et tu n'as jamais respecté le travail. » Elle s'approcha, baissant la voix pour que les infirmières ne puissent pas entendre. « La prochaine fois que tu trouveras un emploi, et si tu en trouves un, commence au bas de l'échelle. Nettoie les instruments. Change les bassins hygiéniques. Apprends à reconnaître l'odeur d'un patient effrayé. Peut-être alors comprendras-tu pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. » Conrad la fixa longuement, puis déplaça la boîte qu'il tenait dans ses bras. Il se dirigea vers l'ascenseur, dont les portes se refermèrent à jamais sur la dynastie Sterling. « Bon débarras !» marmonna Brenda en tendant à Isaac une tasse de café fumant. « J'ai mis 2 sucres dedans. Je me suis dit que tu l'avais mérité. »« Merci, Brenda. » Isaac sourit. « La chambre 402 te demande, » ajouta Brenda. « Il dit qu'il ne prendra pas ses médicaments à moins que ce soit le fantôme qui les lui administre. » Isaac traversa le couloir jusqu'à la chambre 402. Le sergent Liam O'Connor était assis, pâle, mais remarquablement vivant. Ses parents étaient là assis sur des chaises près de la fenêtre. Quand Isaac entra, la pièce devint silencieuse. La mère de Liam se leva. C'était une petite femme, les yeux gonflés d'avoir pleuré. Elle regarda Isaac, la regarda vraiment, puis traversa la pièce et enroula ses bras autour du cou d'Isaac. Elle ne dit pas un mot, se contentant de le serrer fort dans ses bras, sanglotant contre son épaule. « Merci, » dit le père, la voix étranglée. « La police nous a dit, ils nous ont dit qu'il était mort. Et puis c'est un ranger, » dit Isaac en tapotant doucement le dos de la mère.
Il est trop têtu pour abandonner. Elle s'approcha du lit. Liam sourit d'un air malicieux. Alors c'est vrai, le Dr. Sullivan, la légende. Oncle Tom dit que vous êtes célèbre. Infâme, peut-être. Isaac vérifia ses drains. Le liquide était clair. La réparation de l'artère mésentérique tenait parfaitement. Vos signes vitaux semblent ennuyeux, sergent. C'est la meilleure nouvelle que j'ai eue de toute la semaine. Oncle Tom est dehors, dit Liam en faisant un signe de tête vers la porte. On dirait qu'il répète un discours. Isaac recula dans le couloir. Le général Mitchell attendait. Il tenait une boîte en velours noir dans une main et une épaisse enveloppe en papier craft dans l'autre. On aurait dit qu'il s'apprêtait à inspecter les troupes. Isaac Mitchell dit « Je viens de raccrocher avec le Pentagone. Les chefs d'état-major sont pour le moins désolés. » Je n'en doute pas. Isaac s'appuya contre le mur. Ils ont rétabli votre commission avec effet immédiat. Mitchell ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvait la feuille de chaîne en argent d'un lieutenant-colonel. Le paiement intégral de votre salaire pour les 8 années pendant lesquelles vous avez été exilé. Le rétablissement complet de votre pension et un poste au Walter Reed Army Medical Center en tant que chef de la chirurgie traumatologique. Ils veulent que vous formiez la prochaine génération de médecins de combat. C'était tout ce qu'elle avait toujours voulu. Il y a 8 ans, elle aurait tué pour obtenir cette reconnaissance. Pour que son nom soit blanchi, son grade rétabli, son honneur restauré, poli jusqu'à briller. C'était de la fin parfaite du film. Isaac tendit la main et toucha la feuille de chêne. Elle était froide et lourde. « C'est une bonne offre, Tom, dit-elle. « C'est la seule offre, insista Mitchell. Ta place est avec nous. Tu es une soldate. » Isaac regarda au bout du couloir. Elle vit une jeune interne, une fille qui semblait terrifiée, essayant d'insérer une perfusion dans le bras d'un patient âgé. Ses mains tremblaient. Isaac regarda plus loin et vit un nouveau concierge, un homme plus âgé, poussant le seau gris qu'elle connaissait si bien. Il s'arrêta pour essuyer la sueur de son front. « J'étais une soldate, » dit Isaac en fermant la boîte en velours et en la repoussant doucement vers le général. « Mais je pense que j'en ai fini avec la guerre. » Mitchell eut l'air stupéfait. « Vous refusez, Isaac. Vous êtes la meilleure chirurgienne traumatologue de l'armée, et en ce moment, cet hôpital est un champ de bataille d'un autre genre, » dit Isaac en faisant un geste autour d'elle. Holloway a licencié la moitié du personnel qui était complice de Sterling. Le programme de résidence est en ruine. Ces jeunes, ils ne savent pas comment regarder. Ils regardent les moniteurs, pas les patients. Ils regardent les dossiers, pas les gens. Elle regarda le résident terrifié rater à nouveau la perfusion. Le patient tressaillit. « Je reste ici, » dit Isaac fermement. « Holloway m'a proposé le poste de directeur de la résidence. Je vais leur enseigner et je vais m'assurer que personne dans ce bâtiment, ni le PDG ni le concierge, ne soit plus jamais invisible. » Mitchell scruta son visage pendant un long moment, puis un lent sourire se dessina sur son visage buriné. Il mit le grade dans sa poche. La perte de Walter Reed est un gain pour Seattle. Mais rendez-moi service. Gardez la médaille. Vous l'avez mérité. Il lui tendit la croix du service distingué qu'il avait sortie de l'enveloppe. Isaac la prit et la glissa dans sa poche. « À bientôt, général, dit-elle. » Isaac marcha dans le couloir vers l'interne en difficulté. La jeune fille leva les yeux, le regard paniqué. « Dr. Sullivan, je n'arrive pas à trouver la veine. » Le bouge. Isaac ne prit pas l'aiguille. Au lieu de cela, elle posa une main sur l'épaule de la jeune fille pour la stabiliser. « Respire, » dit Isaac calmement. « Arrête de regarder l'aiguille. Regarde le patient. Parle-lui. Demande-lui des nouvelles de ses petits-enfants. Quand il se détendra, la veine se stabilisera. Tu as de bonnes mains. Faites-leur confiance. » La résidente prit une profonde inspiration. Elle sourit au patient. Elle réessaya. L'aiguille glissa parfaitement. Isaac sourit. Elle se dirigea vers le placard à fourniture, prit un vaporisateur et un chiffon, et essuya une tache de café sur le comptoir que tout le monde avait ignoré. Elle était le Dr. Isaac Sullivan, chef du service des urgences. Mais elle serait toujours la femme de ménage qui voyait ce que les autres ne voyaient pas, et pour les patients de Mountsey Grace, cela faisait toute la différence. Isaac Sullivan a prouvé que le véritable héroïsme ne dépend pas du grade sur votre col ou des lettres après votre nom. Il dépend de ce que vous faites quand le monde ne vous regarde plus. Elle est passée de la femme invisible qui poussait un balai à la sauveuse des urgences, nous apprenant qu'il ne faut jamais juger un livre à sa couverture ou un concierge à son uniforme. Si vous avez aimé cette histoire de karma, de justice et de rédemption,
N'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime ». Essayons d'atteindre 50 000 j'aime pour Isaac. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne jamais manquer votre dose quotidienne de drame. Et dites-moi dans les commentaires, auriez-vous accepté l'offre du général et repris du service dans l'armée? Ou Isaac a-t-il fait le bon choix en restant à l'hôpital? Je republierai la meilleure réponse. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour la prochaine vidéo.